Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le Conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de cette réunion, des mesures générales, des projets de loi et d'ordonnance, des projets de décret, des mesures individuelles et des communications. L'ouverture officielle du Forum économique mondial de Davos en Suisse, c'était hier. Plus de 3000 participants sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moins 22 personnes ont été tuées, une vingtaine ont été blessées hier mardi soir à Benghazi dans un double attentat à la voiture piégée devant une mosquée dans le centre de cette ville de l'Est libyen. Voilà, nous vous le disions à l'instant, un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Les ministres, aux côtés du chef de l'État ivoirien, échangent sur le processus de développement de la Côte d'Ivoire à partir de cette année 2018 et avec un développement au profit des populations. Hier, à l'école primaire publique de Débrimou Abraham, c'est à Dabou, la classe de CM2 s'est effondrée en fin de matinée sur les élèves qui étaient au cours alors que les travaux s'effectuaient en même temps. Bilan, un mort, un élève et 6 blessés, dont des ouvriers. Issa Yeo Chodan. Lundi noir à Débrimou, village situé dans la commune de Dabou. Un pan du mur de la classe de CM2 de l'EPP Débrimou Abraham cède en pleine réfection du bâtiment. Le toit s'écroule sur les élèves. Bilan, 6 blessés, 4 élèves, 2 ouvriers et une élève décédée. J'ai échangé avec l'entrepreneur. Il m'a dit que le travail pouvait se faire sans déranger les enfants. Et j'ai dit, mais quel est le plan? Il m'a dit non, il va faire un fossé à 1 mètre 20 ou 50 par rapport à l'ancien mur. À une certaine hauteur, ce moment-là, on bloque la charpente et puis les enfants dégagent, ils vont. Nous, on va faire tomber l'ancien mur. C'est ce qui a été arrêté. Et ils ont engagé les travaux de midi pratiquement jusqu'à 16h15 où le drame est parvenu. Nous sommes en deuil parce que nous venons de perdre un élève très brillant, premier de sa classe. Il est décédé d'une manière inattendue. Les élèves blessés racontent leur calvaire. Quand j'ai eu la détonation, je me suis couché sur le banc. Et puis, les toits sont tombés sur mon dos. C'est ça, maintenant, j'ai commencé à crier le nom du directeur. Et puis, ça venait soulever les toits, et puis je me suis levé, puis je suis venu au début, et puis j'ai commencé à pleurer. La classe de CM2 n'est pas un cas isolé dans cette école construite en 1973. D'autres bâtiments sont également fissurés, constituant ainsi une réelle menace pour les élèves. Je lance un appel aux autorités de ce pays à nous aider à refaire ce bâtiment rapidement pour que les cours reprennent normalement. 5 des 6 blessés sont hors de danger. Ils ont été libérés après les soins. Un ouvrier dans un état critique a été évacué au CHU de Yopougon. Voilà, ce drame a eu lieu lundi à Débrimou. Rendons-nous maintenant à Dembokro, où l'école, comme dans plusieurs localités, est en proie à des difficultés. Les crises se répètent avec des exigences pour aller de façon précipitée en congé. Actuellement, l'école a repris ses droits, c'est vrai, mais le spectre des mouvements d'élèves est encore présent. Les populations s'en inquiètent. Eugène Atoubé. Ces images ont été prises à Dembokro au plus fort des troubles orchestrés par les élèves des collèges et lycées dans certaines villes du pays. C'était le 18 décembre 2017, à quelques jours de la date de départ officielle en congé de Noël et pour lesquels ils exigeaient une anticipation. Pour nous, la solution, c'est de fixer l'arrêt des notes soit la veille des congés. Cela pourra maintenir les enfants. Que de les fixer un peu plus loin, et cela va entraîner ce que nous vivons. Il y a des élèves qui n'ont pas leurs parents dans la ville, qui ont leurs parents éloignés. Donc c'est pour cela que les gens ont sifflé pour qu'on ait des congés plus tôt.
Cette exigence de départ en congé dès l'arrêt des notes du premier trimestre de l'année académique n'est pas nouvelle. Le même scénario a été élaboré l'année dernière et mis en scène avec le même mode opératoire et produisant les mêmes effets. Idem pour l'année scolaire 2015-2016, sans qu'on en tire les enseignements et qu'on prenne les mesures idoines. Pédagogues, responsables d'établissements et autorités éducatives à divers niveaux hiérarchiques ont beau jeu d'épingler les élèves fauteurs de troubles jusqu'aux parents d'élèves rebelotes. Pour bien d'observateurs, ces enfants des collèges et lycées publics comme privés ont franchi le Rubicon. Alors, ils espèrent que l'État, à travers les autorités éducatives, va prendre ses responsabilités une bonne fois pour toutes. Vous dites qu'il on n'a qu'à frapper les enfants. Mais vous voulez qu'il n'a qu'à faire quoi? Là, chaque année, il fait on n'a qu'à sortir. Tous les professeurs, ils ont fait des élèves. Parce que quand tu fais un peu sommet, ils vont aller prendre le papier contre toi. Moi, je dis, il n'a qu'à changer leur décision. Lorsque un enfant se donne le congé et que l'autorité n'a rien fait, mais à son retour, il va encore refuser de faire les examens. Et quand les congés de Pâques vont arriver, alors il va encore se donner des congés. Débonnaire, trop paternaliste ou laxiste. Autant d'interrogations pour s'expliquer sur ce que beaucoup considèrent à tort ou à raison comme une indolence des autorités éducatives face à des élèves qui affichent leur toute-puissance. À ce jour, ceux-ci sont comptables de nombreux casses et saccages perpétrés avec une violence extrême. Le directeur régional de l'éducation de la région d'Unzi a été sévèrement molesté par une horde d'élèves prêts à braver les forces de l'ordre. Escalade de cette violence, le saccage des bureaux de l'administration du collège de la sous-préfecture de Diangokro dans le département de Bokanda. Où suite à des actes de vandalisme de certains élèves, la gendarmerie avait dû appréhender un meneur, aussitôt relâché, face à la furia des élèves casseurs. Entre accusations portées contre les autorités éducatives et des aveux de ces élèves auteurs d'actes de vandalisme, les parents d'élèves sont appelés à leur responsabilité. On peut dire qu'on a échoué parce que aujourd'hui à l'école, c'est vrai, on parle seulement que des droits des élèves, on ne pas dire des droits des enfants. Alors il faut aussi mettre l'accent aussi sur les devoirs. S'il y a lieu de prendre des sanctions, que ce soit les parents eux-mêmes qui prennent sanctions contre leurs propres enfants. Et cela, je crois que ça va être une leçon pour tout le monde, pour que cela s'arrête. On ne peut pas vivre dans un pays où on veut que ce pays aille de l'avant et puis refuser d'aller à l'école. Dans ces scénarios qui se répandent dans plusieurs régions du pays, tous les élèves ne sont pas au cœur de l'action. Nombreux parmi eux désapprouvent leurs camarades, incapables cependant de mener quelque résistance. Conséquence, ils deviennent victimes innocentes d'une situation devant laquelle ils n'ont aucun pouvoir de réaction. Alors, ils regardent faire. Nous demandons au gouvernement d'assurer la sécurité. Là, je leur demande d'arrêter de faire la grève. Les autorités administratives de la région d'Unzi, malgré la synergie d'action avec les autorités éducatives locales, ont échoué dans leur mission de convaincre les élèves à abandonner leur projet. C'est à un mur de béton qu'elles se sont heurtées. Des élèves jusqu'aux boutistes que rien n'ébranle, au grand désarroi des parents. À ceci d'ailleurs, les autorités éducatives et les experts en pédagogie attribuent une bonne part de responsabilité dans le respect des règles et lois établies dans le milieu où leurs enfants sont censés acquérir une bonne éducation et des valeurs. De quoi alimenter le débat sur l'autorité des parents face à des enfants auteurs d'actes répréhensibles et punissables par la loi. Ce que les enfants ont fait là, c'est pour gâter le nom du village. C'est pas bien. Nous sommes tous parents d'élèves. Il nous appartient de parler à nos enfants à la maison. Quand ils viennent à l'école, ce n'est pas dans l'objectif de casser, mais ils viennent pour apprendre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Avec les congés de février officiellement annoncés pour le 16 du mois prochain, on peut encore redouter une réaction des élèves pour les mêmes motifs, imprévisibles qu'ils sont, d'autant que 48 heures avant cette date, la Saint-Valentin va retrouver ses droits.
Espérons que ça n'arrive pas. Et Jeune Toubé, autre sujet dans cette édition. La commission électorale indépendante a débuté hier mardi ses consultations avec les partis politiques dans le cadre de la tenue des scrutins locaux et sénatoriaux de 2018. Gabriel Zadé. 2018, une année électorale cruciale pour la commission électorale indépendante. Ce mardi, la CEI a réuni les représentants des partis politiques pour recueillir leurs avis sur certains points. Le premier, la liste des membres des partis politiques devant constituer les commissions électorales locales. Vous nous enverrez la liste des personnes que vous souhaitez voir intégrer les commissions électorales locales et le délai pour le dépôt de ces listes, c'est le 3 février. 19 commissions électorales locales sont créées, en plus des 577 qui existaient déjà. Le but est d'accélérer le processus de révision de la liste électorale, dont la date doit être incessamment fixée par le gouvernement. Le processus de révision de la liste électorale est le deuxième point de cette consultation. La révision de la liste électorale est une opération délicate qui requiert l'engagement de tous. C'est pour toutes ces raisons que la commission électorale indépendante souhaite que vous vous associez à elle pour informer et sensibiliser vos militants pour une adhésion massive de ceux-ci. Elle souhaite, en outre, que vous vous appropriez le processus de révision de la liste électorale afin que celle-ci ne soit pas l'affaire de la seule commission électorale. Une liste électorale affichée au moins 3 mois avant la tenue des scrutins. 11 000 bureaux de vote pour accueillir des millions d'électeurs qui devront choisir les maires, les conseillers régionaux et les sénateurs. La participation des partis politiques à ces différentes étapes est cruciale pour la crédibilité des élections. Voilà, nous vous proposons les réactions de représentants de partis politiques à l'issue de cette rencontre. Puisque nous souhaitons que des élections se fassent sans qu'il y ait des accros majeurs. Alors, il faudrait que la CEI soit complètement réformée. C'était pratiquement le préalable que nous posons. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait au profit donc, de tous les Ivoiriens et conforme aux valeurs démocratiques et républicaines, je crois que il faut bien qu'on ait un organe de gestion donc, de ces élections qui soit consensuel. Nous sommes disposés à participer à ces élections, à accompagner, je veux dire, nos électeurs, nos militants, aller se faire enrôler le moment venu. La CEI est suffisamment outillée. Nous avons travaillé beaucoup de fois sur beaucoup d'élections avec la commission électorale et cette commission est suffisamment outillée maintenant pour organiser de très bonnes élections. Nous avons vu les élections présidentielles, ça s'est bien passé. Le FPI a décidé de participer à toutes les élections. Et le FPI va lutter pour une réforme de la CEI parce que cette CEI-là est déséquilibrée et inéquitable. Tout parti politique sérieux ne peut pas ne pas participer à ces élections. Nous sommes un parti membre du RADP, c'est bien entendu, mais tous les partis membres du RADP, bien évidemment, s'organisent pour participer à ces élections pour que chaque parti ayant des élus, le RADP puisse sortir renforcé à l'issue de ce processus. Ce que nous allons faire dès maintenant, c'est de toucher rapidement nos militants et enfin devant toute la Côte d'Ivoire pour qu'avant le 3 février, on puisse déposer surtout dans les nouvelles CEL qui vont ouvrir nos représentants dans les lieux de vote. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition, l'ouverture officielle du Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'était hier, plus de 3000 participants sont réunis pour réfléchir sur l'économie mondiale. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Adama Kone, reportage. 350 gouvernants et plus de 1000 dirigeants d'entreprises au pied des montagnes de la commune de Davos, à l'est de la Suisse. À ce 48e rendez-vous annuel dénommé Forum économique de Davos, l'Afrique veut se définir une perspective stratégique. Si le panel a été fermé aux médias, le Premier ministre ivoirien livre les clés d'un développement harmonieux du continent. Un parcours initiatique qui passe d'abord par la transformation. Nous avons un grand défi qui est celui donc, de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes.
Et que pour relever ce défi, il est extrêmement important que l'Afrique s'industrialise. Il n'y a pas d'autres solutions. Il faut que nous puissions nous industrialiser. Et pour des pays agricoles comme le nôtre, donc cela passera par une agro-industrie extrêmement forte, une transformation de nos matières premières agricoles. Mais de manière plus générale, donc, que ce soit au niveau des ressources minérales, que ce soit au niveau des ressources pétrolières, gazières, tout ce que vous voulez. Donc, il est important que l'Afrique transforme ces matières premières pour avoir le maximum de valeur ajoutée et capter tous les éléments de la chaîne de valeur au niveau des différentes filières. Toutefois, la modification structurelle des économies africaines nécessite une mobilisation de fonds. Le gap en la matière s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA chaque année. La question de l'investissement reste donc une préoccupation. Il faut trouver les financements. Donc, nous avons travaillé aussi sur la mobilisation des financements pour combler ce gap d'infrastructures. L'investissement dans les zones industrielles est extrêmement aussi important pour permettre d'avoir l'environnement qu'il faut pour permettre aux industries de pouvoir s'installer. L'Afrique enregistrera dans les années à venir le quart de la population mondiale, dont les 50% seront des jeunes. C'est tout naturellement que les étapes d'industrialisation et d'investissement doivent être accompagnées d'une qualité des ressources humaines. Il faut avoir une main-d'œuvre qui soit qualifiée. Il faut former les jeunes, que ce soit au niveau de l'élite, pour encadrer tout le monde, mais il faut aussi au niveau des ouvriers, des employés, etc., au niveau des zones de maîtrise. Donc aussi un personnel qui soit qualifié. Donc la formation professionnelle est extrêmement importante. Le Forum économique mondial de Davos se penchera entre autres sur les causes des multiples fractures politiques, économiques et sociales dans le monde. Objectif, construire un avenir commun dans un monde fracturé. Thème du forum. La semaine des douanes ivoiriennes a débuté hier mardi ici à Abidjan. Principale annonce, la participation des douanes ivoiriennes au budget national fixé à 1803 milliards de francs CFA. Lansine Bakayoko. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif assigné aux douanes ivoiriennes s'élève à 1803 milliards de francs CFA, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Nos impératifs budgétaires exigent de vous une administration douanière au rendez-vous du XXIe siècle, c'est-à-dire une douane professionnelle, performante et offrant des services de qualité. Cette douane performante offrant des services de qualité, tout à fait possible à condition d'actionner efficacement et à bonne date un certain nombre de leviers, dont la sécurisation des régimes économiques par la création d'une brigade du transit, ainsi que la poursuite du programme de modernisation des services en adéquation avec le schéma directeur de la réforme des finances publiques. Dans cette perspective, les instruments de l'audit interne devront être mis en place pour promouvoir la bonne gouvernance dans le processus de mobilisation des ressources. En attendant la mise en œuvre de ce projet, il va falloir trouver ici et maintenant des réponses claires à quelques problématiques bien actuelles. Concernant la lutte contre la fraude, je voudrais souligner mes fortes attentes en matière de sécurisation du transit routier et en matière de lutte contre la contrebande aux frontières ainsi que sur les différents plans d'eau. La semaine des douanes ivoiriennes qui sert d'occasion à cet exercice d'auto-évaluation est à sa 5e édition. Les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sont à Abidjan. Ils prennent part à une rencontre intersectorielle de finalisation du plan d'action pour l'investissement dans les ressources humaines, de la santé et du social. Amadou Ouattara, Walter. De 2014 à 2017, la Côte d'Ivoire a recruté plus de 13 000 agents de santé de différentes professions pour environ 46 milliards de francs CFA investis. Pour les 5 prochaines années, plus de 16 000 agents de santé, toutes catégories confondues, sont attendus. Cette prévision va nécessiter un investissement dont le montant sera certainement connu à l'issue de la présente rencontre internationale qui se tient à Abidjan et prévue pour durer 3 jours. Il s'agit d'un atelier intersectoriel de finalisation du plan d'action pour l'investissement dans les ressources humaines, de la santé et du social dans les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. L'organisation de cette réunion technique, qui fait suite aux recommandations de la réunion des ministres en charge de l'emploi
et de la santé des pays de l'UEMOA, qui souhaitait l'élaboration d'un plan d'action régional des pays en vue de maximiser l'investissement dans la création d'emplois dans le secteur de la santé et du social. Acteurs du système des Nations Unies, membres d'institutions régionales, étatiques, experts internationaux et nationaux réfléchissent autour de 8 thématiques, notamment emploi et croissance économique, plan d'action régional et santé sociale. Le plan consolidé pour l'investissement dans les ressources humaines en santé et le social qui découlera de vos travaux sera sans aucun doute un véritable instrument d'orientation et de pilotage pour chacun de nos pays dans le domaine du développement des ressources humaines en santé. Initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale de la santé OMS, de l'Organisation internationale du travail OIT, de l'ambassade de France et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et tout à fait autre chose à présent. Depuis lundi dernier, le Conseil du café cacao et ses partenaires, l'ANADEL, le CNRA, le FIRCA, dans le cadre de la lutte contre le Sholen Shoot, ont lancé une opération d'intensification de l'éradication de cette maladie du cacao. Il se donne 3 ans pour venir à bout de ce fléau. Noël Nyagno Sakalou. Kofi Kouakou, cacaoculteur à Oku Kofikro, dans la région de Bouaflé, assiste impuissant à la destruction de son verger. Il est infesté par le virus du Sholen Shoot. 6 hectares de cacaoyers sur les 12 plantés en 1992 vont être ainsi abattus parce qu'il a intégré le message de son porte-parole. Si tu ne chasses pas la maladie de ton champ, c'est la maladie qui va te chasser de ton champ. Parce que tu n'auras plus rien à faire au champ quand les cacaoyers seront tous morts. Comme Kofi Kouakou, des milliers de producteurs vont devoir se soumettre à cette difficile solution, mais salutaire pour la survie de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Ce sont 100 000 hectares contaminés par le Sholen Shoot qui seront détruits au cours de cette opération. Une opération difficile, mais nécessaire. J'ai parlé avec certains paysans. Parfois, ils sont gagnés par le découragement. C'est plusieurs années de travail qui sont gâchés. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on n'est pas gagné par le découragement? Je voudrais donc lancer un appel aux uns aux autres. Si nous ne prenons garde, c'est la production qui risque de baisser. Ce ne sera certainement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. 3 ans, c'est le délai que s'impose le Conseil Café Cacao et ses partenaires, chacun avec une mission précise. Le CNRA pour la recherche, l'ANADEL a pris les dispositions pour tenir dans le temps. Quant au FIRCA, il se charge par délégation du financement de la lutte et de l'indemnisation des producteurs. Dernier partenaire, le CNRA. Il s'est donné les moyens pour venir à bout de ce fléau. Une serre expérimentale pour la culture du virus en vue de mieux organiser la lutte contre le Sholen Shoot, le sida du cacao. Dans la localité de Bouaké, précisément à Djebonois, il y a encore de l'espace pour la production de riz. C'est pourquoi les riziculteurs déjà installés appellent les jeunes à les rejoindre dans cette activité génératrice de revenus. On en parle avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel du RTI Bouaké. Djebonois, visite de la retenue d'eau de Béoukro destinée à l'agriculture. Réalisée par l'État de Côte d'Ivoire, cette infrastructure est créée pour développer des activités dans le milieu rural pour fixer la jeunesse. Selon le maire de la commune de Djebonois, plusieurs maillons manquent à la chaîne de production. Il faut qu'on puisse réhabiliter ce périmètre, ce qui n'a pas été fait, et c'est des lourds investissements. Il faut qu'on puisse revoir le projet et l'accompagner par une mécanisation. D'une superficie de 26 hectares, dont 16 aménagés, cette première partie produit 5 tonnes à l'hectare d'une variété de riz GT11 de très bon goût. L'agriculteur souhaite du matériel pour une production à grande échelle. Le besoin de matériel, à savoir le motoculteur par exemple. Un motoculteur pour labourer, avec le motoculteur peut faire au moins 1, 2 hectares sans difficulté. Mais à la main, 1 hectare c'est difficile. Donc on veut le motoculteur. Et quand c'est grand aussi, la récolte et le bataille, c'est un peu compliqué. Donc, on veut aussi battre aussi pour battre également le riz. Kofi Alexandre ambitionne faire de Djebonois le grenier de la région de Bouaké, d'où son appel à la jeunesse de la localité. 98-99, c'est nous qui nourrissions Djebonois
en riz local. On est sur le point de nourrir même Bouaké, vous jeunes de Djebonois qui avez abandonné l'agriculture. Il est temps de retourner à l'agriculture parce que l'agriculture, l'État est prêt à nous accompagner afin que nous puissions mener nos activités comme se doit, avec le matériel adéquat pour avoir de bons rendements et aussi nous suffit et que cela puisse nous nourrir parce que le riz nourrit son homme. Une coopérative agricole gère le bassin aménagé. Il est prévu des partenariats pour l'exploitation intégrale de ce lieu. Une richesse qui attend son éveil. La Chambre de commerce de la capitale de la région de Bouaké, Bouaké a abrité une session de formation au profit de 75 femmes entrepreneurs. Objectif de la formation, l'autonomisation des femmes. Restons avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Bouaké. Plus de 75 femmes de Bouaké participent à une session de formation pour l'autonomisation des entrepreneurs et entreprenantes. Organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec le cabinet Espace Amour et Bonheur, les modules enseignés portent sur la comptabilité simplifiée, la confiance en soi, qui est la base de toute entreprise, et le secteur informel. Des outils pour la gestion des affaires et davantage les développer. Si elles veulent avoir un mieux-être dans leurs activités, il faut qu'elles puissent s'organiser, et avec cette organisation-là, il en va de soi qu'il faut qu'elles se formalisent pour faire grandir les choses. Donc l'informel, c'est une étape qu'elles doivent dépasser. On voudrait que les femmes au sortir de cette formation en plus comprennent qu'elles sont des actrices économiques à part entière et que leur rôle au sein de la société est très important. Il faut qu'elles puissent prendre confiance en elles et ne pas se laisser intimider par le marché ou par les hommes qui sont peut-être dans les mêmes domaines qu'elles peuvent prendre le dessus et vraiment être de meilleures opératrices économiques. Autre notion inculquée aux apprenantes, l'humilité, la patience, le respect d'autrui. Après Bouaké seront formées les femmes de Man, de Korogo, de Yamoussoukro et d'Abidjan. Un mot de santé chez l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, 3 ans après sa mise en service, n'est pas fréquenté comme il se doit. Les responsables de cet hôpital de renom mettent tout en œuvre pour l'amélioration du taux de fréquentation. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Bouaké. L'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati, première œuvre sociale de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cela fait exactement 3 ans que l'hôpital fonctionne avec des services de consultation, d'hospitalisation, des blocs opératoires, un laboratoire, une pharmacie et l'imagerie médicale. L'hôpital est la matérialisation de la vision commune de 2 grandes personnalités, Saint Jean-Paul II et feu le président Félix Houphouët-Boigny. Foi et charité au service des malades. Un slogan qui traduit la volonté de cette structure de s'ouvrir à tous. Foi et charité, vous voyez que ça fait déjà appel à l'esprit de gratuité. Une gratuité qui ne se limite pas à une catégorie de personnes. On a mis foi et charité au service des malades. Donc, toutes sortes de malades. Servis avec foi et avec surtout charité. En 2017, la structure a reçu 12 387 nouveaux malades de 63 nationalités sans distinction sociale. Un résultat en dessous des potentialités qu'offre Saint-Joseph-Moscati. Et pourtant, l'hôpital est bien connu. Je sais où c'est placé, c'est vers la basilique. Voilà, donc je connais, mais personnellement, je ne suis pas encore parti là-bas. Selon les informations que nous avons, il y a des bonnes choses là-bas, on soigne bien. L'hôpital est joli, ils accueillent bien les gens, les docteurs s'occupent bien des malades. Ces responsables sont conscients du faible taux de fréquentation et travaillent pour y remédier. Quand on considère les potentialités de cet hôpital et tout le plateau technique dont il dispose, comparé à la fréquentation et même aux services qui sont offerts à l'heure actuelle, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati est actuellement sous-exploité. Beaucoup pensent que l'hôpital est réservé à une élite de personnes, alors qu'en réalité, c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde. L'hôpital continue de s'équiper pour une meilleure offre de santé. Les dernières technologies sont acquises. Et je suis venu ici pour faire la mise en route de l'IRM. Cette machine permet de faire des examens complets de la tête jusqu'aux pieds pour des différentes pathologies. C'est le 12 janvier 2015 que l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati a accueilli ses premiers malades.
2 jours plus tard, exactement le 14 janvier 2015, le président de la République Alassane Ouattara, grâce à qui les travaux ont été achevés, a visité l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro pour constater le démarrage effectif des activités de soins. Pour terminer, au moins 22 personnes ont été tuées, une vingtaine ont été blessées hier mardi soir à Benghazi dans un double attentat à la voiture piégée devant une mosquée dans le centre de cette ville de l'Est libyen. Ce qui revient à dire que la sécurité n'est pas encore totale à Benghazi, comme le soutient le maréchal Khalifa Ben Kassim Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne depuis 2015. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.